Avant de commencer cette lecture, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu à cette vidéo et, lorsque vous aurez fini votre écoute, vous pourrez, si le cœur vous en dit, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et aider au passage pour le référencement de la vidéo. Je vous remercie si vous le faites, et sur ce, je vous souhaite une agréable écoute de ce livre audio. La métamorphose par Franz Kafka. Troisième partie. La grave blessure de Grégor, dont il souffrit pendant plus d'un mois, sembla, car la pomme demeura fichée dans la chair, comme un souvenir tangible, personne n'osant l'enlever, avoir rappelé même au père que Grégor, malgré sa forme actuelle, triste et répugnante, était un membre de la famille, que l'on n'avait pas le droit de traiter en ennemi, mais envers qui la famille avait le devoir absolu de ravaler son dégoût et de supporter, rien que supporter. Et donc, alors qu'avec cette lésion, Grégor avait, sans doute définitivement, perdu de sa mobilité et qu'il lui fallait dorénavant de très longues minutes pour traverser sa chambre comme un vieil invalide, quant à ramper dans les hauteurs, il ne fallait pas y songer, il reçut, comme pour compenser cette aggravation de son état, un avantage qui lui parut parfaitement suffisant. Chaque soir, on ouvrait la porte de la salle, et il prit l'habitude de la fixer des yeux, 1 heure ou 2 à l'avance. Il pouvait ainsi, tapi dans l'obscurité de sa chambre, et invisible depuis la salle, voir toute la famille, autour de la table éclairée et, pour ainsi dire avec l'approbation générale, donc pas du tout comme avant, écouter leur conversation. Bien sûr, ce n'étaient plus les entretiens animés d'autrefois, dont Grégor s'était toujours souvenu avec quelque nostalgie dans ses petites chambres d'hôtel, au moment où, fatigué, il devait se plonger dans les draps humides du lit. À présent, l'ambiance était le plus souvent très silencieuse. Le père ne tardait pas à s'endormir dans son fauteuil après le dîner. La mère et la sœur s'enjoignaient l'une à l'autre de se taire. La mère, se courbant beaucoup sous la lumière, cousait de la lingerie fine pour un magasin de nouveautés. La sœur, qui avait accepté une place de vendeuse, apprenait, le soir, la sténo et le français, dans l'espoir d'accéder plus tard à un meilleur emploi. Parfois, le père se réveillait, et, comme s'il ne savait pas du tout qu'il avait dormi, disait à la mère « Comme tu cours longtemps ce soir, encore !» Puis, il se rendormait aussitôt, tandis que la mère et la sœur échangeaient un sourire las. Avec une sorte d'entêtement, le père refusait d'enlever son uniforme d'huissier. Même à la maison. Et tandis que sa robe de chambre pendait, inutile, au porte-manteau, le père somnolait dans son fauteuil, avec tous ses vêtements sur lui, comme s'il était toujours prêt pour le service, et que même ici, il attendit l'appel de son supérieur. En conséquence de quoi cet uniforme, qui n'avait jamais été neuf, même au début, devint de moins en moins soigné, malgré tous les soins de la mère et de la sœur. Grégor passait souvent des soirées entières à contempler cet habit rutilant, avec ses boutons dorés toujours bien astiqués, mais couverts de taches, et dans lequel le vieil homme dormait d'une façon très inconfortable, et pourtant à point fermé. Dès que la pendule sonnait 10 heures, la mère essayait de réveiller le père, en lui parlant doucement, pour le convaincre d'aller se coucher, car ici il ne dormait pas vraiment. Et le père qui devait prendre son service à 6 heures en avait le plus grand besoin. Mais avec l'entêtement qui s'était emparé de lui depuis qu'il était huissier, il s'obstinait toujours à vouloir rester plus longtemps à table, bien qu'il s'endormît régulièrement, après quoi on avait toutes les peines du monde pour lui faire troquer le fauteuil contre le lit. La mère et la sœur avaient beau insister de 1000 façons
En lui faisant de petites remarques, il secouait la tête pendant des quarts d'heure entiers, les yeux fermés, sans se lever. La mère le tirait par la manche, lui disait à l'oreille des mots caressants. La sœur abandonnait son travail pour aider la mère, mais rien n'avait d'effet sur le père. Il ne s'enfonçait que davantage dans son fauteuil. C'est seulement quand les femmes le saisissaient sous les bras qu'il ouvrait les yeux et, regardant tantôt la mère, tantôt la sœur, il avait l'habitude de dire « En voilà une vie, voilà le repos de mes vieux jours ». En s'appuyant sur les deux femmes, il se redressait, difficilement, comme s'il était pour lui-même le plus pesant des fardeaux, puis se laissait conduire jusqu'à la porte, les renvoyait d'un geste et continuait tout seul. Alors la mère se débarrassait au plus vite de ses affaires de couture, et la sœur de sa plume, pour courir derrière le père et continuer à l'assister. Qui donc avait, dans cette famille usée, épuisée par le labeur, le temps de s'occuper de Grégor plus qu'il n'était absolument nécessaire? Le train de vie se réduisit de plus en plus. On finit par renvoyer la bonne, une énorme femme de service, toute en os, avec des cheveux blancs volant autour de la tête, venait matin et soir pour les tâches les plus grossières. La mère s'occupait de tout le reste, en plus de ses nombreux travaux de couture. Il arriva même que l'on vendit certains bijoux de famille que la mère et la sœur avaient portés autrefois, radieuses, à l'occasion de sorties et de festivités. C'est ce que Grégor comprit en les entendant parler ensemble, le soir, des sommes qu'ils en avaient obtenues. Mais la principale récrimination était toujours que l'on ne pouvait quitter cet appartement par trop vaste. Compte tenu de la situation actuelle, car on n'imaginait pas comment on pourrait déménager Grégor. Mais il se rendait bien compte que les scrupules à son égard ne constituaient pas l'unique obstacle à un déménagement. Car, lui, on aurait pu aisément le transporter dans une caisse spéciale avec quelques trous d'aération. Ce qui au fond empêchait la famille de changer d'appartement, c'était plutôt le manque total d'espoir, et l'idée qu'ils étaient sous le coup d'un malheur que personne d'autre, dans tout le cercle de leurs parents et connaissances, n'avait éprouvé. Ils en arrivèrent aux pires extrémités où le monde réduit les pauvres gens. Le père allait chercher pour les employés subalternes de la banque leur petit déjeuner. La mère s'épuisait pour du linge appartenant à des étrangers. La sœur courait derrière son comptoir pour satisfaire les clients. Mais cette famille n'avait pas la force d'en faire davantage. Et Grégor recommença à souffrir, comme au début, de sa blessure dans le dos, quand il voyait la mère et la sœur revenir après avoir mis le père au lit. Laissant de côté leur travail, elles se rapprochaient et restaient assises l'une contre l'autre, joue contre joue, et la mère disait alors, indiquant la chambre de Grégor, « Ferme la porte là-bas, Grete !» Grégor se retrouvait dans l'obscurité, tandis qu'à côté les femmes mêlaient leurs larmes, ou regardaient fixement la table, sans même pleurer. Les nuits et les journées, Grégor les passait presque sans dormir. Par moments, il songeait à reprendre en main, comme autrefois, les affaires de la famille. Dès que l'on ouvrirait à nouveau la porte, après une longue période, il vit réapparaître dans ses songeries le directeur et le gérant, les commis et les apprentis, le factotum particulièrement borné, 2 ou 3 amis travaillant dans d'autres magasins, une femme de chambre dans un hôtel de province, souvenir agréable et fugace, une caissière dans un magasin de chapeaux qu'il avait sérieusement courtisé, mais sans aller assez vite. Ils surgissaient tous, mêlés à des inconnus ou à des personnes oubliées, mais au lieu de lui venir en aide, à lui et à sa famille, ils restaient tous inaccessibles. Et il était content quand ils disparaissaient. Mais ensuite, il n'était plus du tout d'humeur à se faire du souci pour sa famille. Il enrageait au contraire de la manière déplorable dont on s'occupait de lui. Et bien qu'il n'imaginât rien qui pût exciter son appétit, il faisait des plans pour parvenir jusque dans l'office et y prendre ce qui lui revenait de droit,
même s'il n'avait pas faim. Car maintenant, sans plus réfléchir à ce qui pourrait faire particulièrement plaisir à Grégor, la sœur, avant d'aller au magasin le matin et le midi, glissait du bout du pied, très vite, quelque chose à manger dans la chambre de Grégor, n'importe quoi. Et le soir, sans faire attention si la nourriture avait été goûtée ou bien, comme c'était le cas plus souvent, si elle n'avait pas été touchée du tout, elle la poussait dehors d'un coup de balai. Le ménage de la chambre qu'elle faisait toujours le soir, à présent, n'aurait pas pu être expédié plus vite. Des traînées de crasse s'étalaient sur les murs. Il y avait par endroits des boules de poussière et de saleté. Au début, quand la sœur arrivait, Grégor prenait position dans les coins particulièrement éloquents à cet égard, voulant ainsi lui adresser un reproche. Mais il aurait sans doute pu y rester des semaines sans que la sœur se fût corrigée. En effet, elle voyait la crasse aussi bien que lui, mais elle avait décidé de ne pas y toucher. Voilà tout. Cependant, avec une susceptibilité tout à fait nouvelle chez elle, qui s'était d'ailleurs emparée de toute la famille, elle veillait à ce que le ménage de Grégor lui fût réservé. Or, il arriva un jour que la mère nettoya à fond la chambre de Grégor, ce qui l'obligeait à utiliser plusieurs seaux d'eau. Toute cette humidité ne fut d'ailleurs pas appréciée par Grégor, et il resta étalé sur le canapé, sans bouger, très contrarié. Eh bien, la sanction ne se fit pas attendre pour la mère. Car à peine la sœur eut-elle remarqué le changement dans la chambre de Grégor, qu'elle courut, toute scandalisée, dans la salle. Et bien que la mère l'implorât en levant les bras au ciel, elle éclata violemment en larmes devant les parents. Le père, dans son fauteuil, avait bien sûr été réveillé en sursaut. D'abord stupéfaits, ils la regardèrent, impuissants, avant de réagir à leur tour. Le père reprocha, sur sa droite, à la mère de n'avoir pas laissé à la sœur le nettoyage de la chambre de Grégor. Cria ensuite, sur sa gauche, à la sœur qu'elle n'aurait plus jamais le droit de nettoyer la chambre de Grégor. La mère essaya alors d'entraîner dans la chambre à coucher le père déchaîné, qui ne se connaissait plus. La sœur, secouée de sanglots, martelait la table de ses petits poings. Et Grégor, durant ce temps, poussait de violents sifflements, furieux que personne n'eût l'idée de fermer la porte pour lui épargner ce spectacle et ce tapage. Mais même si la sœur, épuisée par son travail professionnel, était excédée de s'occuper de Grégor comme par le passé, la mère n'aurait pas dû pour autant le faire à sa place, ni Grégor être négligé. Car désormais, il y avait la femme de service. Cette vieille veuve qui, grâce à sa solide charpente, avait pu au cours de sa longue vie traverser les pires épreuves, ne ressentit pas vraiment de répugnance envers Grégor. Un jour par hasard, sans être du tout curieuse, elle avait ouvert la porte de la chambre, et en apercevant Grégor qui, complètement stupéfait, se mit à courir en tous sens bien que personne ne le poursuivît, elle était restée plantée là, très étonnée, les mains croisées sur le ventre. Depuis, elle ne manquait pas d'entrebâiller la porte, matin et soir, toujours en passant, et de jeter un coup d'œil chez Grégor. Au début, pour qu'il vînt vers elle, elle l'appelait avec ces paroles qu'elle jugeait sans doute amicales. « Allez, viens par ici, vieux bousier !» ou « Mais regardez un peu le vieux bousier !» Grégor ne répondait d'aucune façon à ses invites, mais s'immobilisait sur place, comme si la porte n'eût pas du tout été ouverte. Si seulement, au lieu de la laisser faire à sa guise en le dérangeant pour rien, on avait plutôt ordonné à cette servante de nettoyer la chambre une fois par jour. Un matin, tôt, une pluie violente qui annonçait peut-être déjà la venue du printemps battait les vitres. Grégor fut si contrarié d'entendre la servante recommencer avec ses formules qu'il se tourna vers elle comme pour l'attaquer, mais lentement et sans vigueur. D'ailleurs, la servante, loin de s'effrayer, se contenta de brandir la chaise qui se trouvait à proximité de la porte, et, à la voir là, debout, la bouche grande ouverte,
Il était clair qu'elle n'avait pas l'intention de la refermer avant que le siège dans sa main ne tombât sur le dos de Grégor. « Alors, on ne vient pas plus loin ?» demanda-t-elle quand Grégor refit demi-tour, puis elle reposa tranquillement la chaise dans le coin. Grégor, à présent, ne mangeait presque plus rien. C'était seulement quand il passait par hasard devant sa pâtée qu'il en prenait une bouchée, comme par jeu. Il la gardait ensuite dans sa bouche pendant des heures et finissait en général par la recracher. Il pensa d'abord que c'était le chagrin de voir sa chambre dans cet état qui le retenait de manger. Mais il ne tarda pas à prendre son parti de ces transformations. On s'était mis à fourrer dans cette pièce les choses que l'on ne pouvait pas caser ailleurs. Et il y en avait beaucoup, à présent, étant donné que l'on avait pris 3 messieurs comme locataires dans une des chambres de l'appartement. C'étaient des messieurs très sérieux. Ils portaient tous les 3 la barbe, comme Grégor le constata un jour, en regardant par une fente de la porte. Très pointilleux sur l'ordre, non seulement dans leur chambre, mais aussi dans le reste de l'appartement, puisqu'ils y avaient élu domicile, et tout spécialement dans la cuisine. Ils ne supportaient pas le moindre objet inutile, et encore moins ce qui était sale. De plus, ils avaient apporté avec eux presque tout ce qu'il fallait pour le ménage. C'est pourquoi beaucoup d'ustensiles étaient devenus superflus, qu'on ne pouvait pas revendre, mais qu'on ne voulait pas non plus jeter. Tout cela prit le chemin de la chambre de Grégor, y compris la boîte à cendres et la boîte à ordures provenant de la cuisine. La servante, toujours très pressée, balançait purement et simplement dans la chambre de Grégor tout ce qu'on ne pouvait plus utiliser pour l'instant. Par chance, Grégor ne faisait en général qu'apercevoir l'objet en question et la main qui le tenait. La servante avait peut-être l'intention de venir à l'occasion, quand elle en aurait le temps, pour reprendre certaines choses ou bien tout jeter d'un seul coup à la poubelle. Mais en réalité, elles restaient à l'endroit où elles avaient atterri pour la première fois, à moins que Grégor ne les déplaçât en se promenant dans ce bric-à-brac. D'abord contraint de le faire faute d'espace libre pour ramper, ensuite avec un plaisir croissant, même si après ces pérégrinations, il demeurait immobile pendant des heures, triste et fatigué à mourir. Comme les locataires prenaient parfois aussi le dîner à la maison, la porte restait fermée certains soirs. Pourtant Grégor accepta très facilement qu'elle ne fût pas ouverte, car il était déjà arrivé qu'il ne profitât pas de certaines soirées où elle l'était, se tenant tapis au contraire, dans le coin le plus obscur de sa chambre sans que la famille s'en aperçût. Mais une fois, la servante avait laissé la porte de la salle entrebâillée, et elle le resta même quand les locataires firent leur entrée, le soir venu, et qu'on alluma la lumière. Ils s'assirent en haut de la table, là où par le passé avaient pris place le père, la mère et Grégor, déplièrent leurs serviettes et prirent en main couteaux et fourchettes. Aussitôt, la mère apparut à la porte avec un plat de viande, suivi de la sœur, qui portait un imposant plat de pommes de terre. Le repas bien chaud était tout fumant. Les locataires se penchèrent sur les plats disposés devant eux, comme s'ils voulaient les contrôler avant de manger. Et de fait, celui qui était assis au milieu et semblait être considéré par les 2 autres comme une autorité, découpa un morceau de viande à même le plat, manifestement pour vérifier s'il était assez tendre et s'il n'y avait pas lieu de le renvoyer à la cuisine. Il fut satisfait, et la mère et la sœur, qui l'avaient observé, anxieuses, se mirent à sourire, soulagées. Quant à la famille, elle mangeait à la cuisine. Malgré tout, avant de s'y rendre, le père allait dans la salle, et après s'être incliné une seule fois, il faisait le tour de la table, la casquette à la main. Les messieurs se levaient tous ensemble et marmonnaient quelque chose dans leur barbe. Quand ils se retrouvaient seuls, ils mangeaient dans un silence quasi total. Il semblait étrange à Grégor que, parmi les divers bruits du repas, on ne distinguât jamais que celui de leurs dents en train de mâcher, comme s'il fallait montrer à Grégor
qu'on avait besoin de dents pour manger, et que même avec les plus belles mandibules, mais sans dents, on ne pouvait arriver à rien. Pourtant, j'ai de l'appétit, se dit Grégor, plein d'inquiétude. Mais pas pour ces choses-là. Comme ces locataires se rassasient, alors que moi, je dépéris. Ce fut justement ce soir-là, Grégor ne se souvenait pas d'avoir entendu le violon durant toute cette période, qu'il retentit dans la cuisine. Les locataires avaient déjà fini de dîner. Celui du milieu avait sorti un journal, dont il avait distribué une feuille à chacun des deux autres, et ils étaient en train de lire en fumant, le dos bien calé. Lorsque le violon commença à jouer, ils dressèrent l'oreille. Ils se levèrent et allèrent sur la pointe des pieds, jusqu'à la porte de l'entrée, pour s'immobiliser sur le seuil, serrés les uns contre les autres. On avait dû les entendre depuis la cuisine, car le père cria « Le violon dérange peut-être ces messieurs. On peut l'arrêter tout de suite !» « Bien au contraire !» dit le monsieur du milieu. « Est-ce que la demoiselle ne voudrait pas venir auprès de nous, jouer dans la salle où il fait bien meilleur et où elle serait plus à son aise ?»« Mais comment donc ?» cria le père, comme si c'était lui qui jouait du violon. Les messieurs retournèrent dans la salle et attendirent. Le père arriva bientôt en portant le pupitre, la mère avec les partitions et la sœur avec le violon. Elle prépara posément tout ce qu'il lui fallait pour jouer. Les parents qui, dans le passé, n'avaient jamais loué de chambre et qui, pour cette raison, étaient d'une politesse exagérée envers les locataires, n'osaient même pas s'asseoir dans leur propre siège. Le père resta appuyé contre la porte, la main droite juste glissée entre deux boutons de sa vareuse d'uniforme. L'un des messieurs avança tout de même un fauteuil à la mère, mais comme elle le laissa à l'endroit où il l'avait placé par hasard, elle se retrouva assise à l'écart, dans un coin. La sœur se mit à jouer. Le père et la mère suivaient attentivement, chacun de son côté, les mouvements de ses mains. Grégor, attiré par le violon, s'était risqué un peu plus loin en avant et avait déjà la tête dans la salle. Il était à peine étonné de constater que, depuis quelque temps, il avait très peu d'égard pour les autres. Avant, il mettait son point d'honneur à être attentionné. Or, c'est bien maintenant qu'il aurait vraiment eu des raisons de ne pas se montrer, car avec la poussière qui régnait dans sa chambre et qui volait au moindre mouvement, il était, lui aussi, couvert de saleté. Il entraînait avec lui des bouts de fil, des cheveux, des restes de nourriture, accrochés sur son dos et sur ses flancs. Et son indifférence à tout était par trop grande pour qu'il se mît sur le dos, comme il le faisait avant, plusieurs fois par jour, afin de se nettoyer contre le tapis. Or, malgré l'état où il se trouvait, il n'eut pas de scrupule à s'avancer quelque peu sur le plancher impeccable de la salle. Au demeurant, personne ne lui prêtait attention. La famille était entièrement requise par le violon. Les locataires, en revanche, qui avaient commencé par se poster, les mains dans les poches, derrière le pupitre, beaucoup trop près, à tel point qu'ils auraient tous pu regarder dans la partition, gênant la sœur sans aucun doute, ne tardèrent pas à se retirer vers la fenêtre en chuchotant. La tête penchée de côté, ils restèrent là, observés avec inquiétude par le père. Selon toutes les apparences, en effet, leur espoir d'entendre un beau morceau de violon, ou au moins une pièce divertissante, était déçu. Ils en avaient assez sans doute de toute cette séance, et ce n'était plus que par politesse qu'ils acceptaient d'être dérangés. La façon, en particulier, dont ils rejetaient dans les hauteurs la fumée de leurs cigares, par le nez et par la bouche, trahissait beaucoup d'agacement. Et pourtant la sœur jouait si bien. Son visage était incliné sur le côté, ses yeux vigilants et tristes. Grégor rampa un peu plus loin encore,
gardant la tête au ras du plancher pour pouvoir éventuellement rencontrer son regard. Était-il un animal alors que la musique le bouleversait tant? Il avait l'impression que s'ouvrait devant lui un chemin vers la nourriture inconnue à laquelle il aspirait. Il était résolu à progresser jusqu'à la sœur, à tirer un petit coup sur sa jupe pour lui suggérer que si elle voulait bien, elle n'avait qu'à venir avec son violon chez lui, car personne ici n'appréciait sa musique comme il le ferait lui. Il avait l'intention de ne plus la laisser sortir de sa chambre, du moins tant qu'il serait en vie. Pour la première fois, son aspect effrayant lui servirait à quelque chose. Il se voyait gardant en même temps toutes les portes de sa chambre et repoussant les assaillants de son souffle rauque. La sœur, elle, ne devait pas être contrainte. Il faudrait qu'elle demeurât chez lui de son plein gré. Il faudrait qu'elle restât sur le canapé assise à côté de lui, qu'elle abaissât son oreille jusqu'à lui, et lui confierait alors qu'il avait eu la ferme intention de l'envoyer au conservatoire, et que, si ce malheur n'était pas arrivé entre-temps, il l'aurait annoncé à tout le monde, à Noël dernier. Noël était passé, c'est bien cela, et ce sans tenir compte d'aucune objection. Après cette explication, la sœur, bouleversée, éclaterait en larmes. Grégor se hausserait alors jusqu'à son épaule et embrasserait son cou qui était dégagé, car depuis qu'elle allait au magasin, elle ne porta ni ruban ni col. « Monsieur Samsa !» cria au père le monsieur du milieu, pointant le doigt, sans un mot de plus, vers Grégor qui avançait lentement. Le violon se tut. Le locataire commença par sourire en hochant la tête en direction de ses amis, puis regarda de nouveau vers Grégor. Au lieu de chasser Grégor, le père parut considérer comme plus urgent de rassurer les locataires. Bien qu'ils ne fussent pas émus du tout et que Grégor sembla les divertir beaucoup plus que le violon. Il se hâta d'aller vers eux et tenta, bras largement écartés, de les refouler dans leur chambre, en s'interposant pour les empêcher de regarder Grégor. Alors ils commencèrent à se fâcher un peu, sans que l'on pût décider si c'était à cause de l'attitude du père ou s'ils étaient en train de découvrir qu'ils avaient eu, sans le savoir, un voisin de chambre tel que Grégor. Ils exigèrent que le père leur donnât des explications, levèrent à leur tour les bras, tiraillèrent leur barbe d'un geste nerveux tout en reculant, mais lentement, vers leur chambre. Entre-temps, la sœur avait dominé l'effarement où l'avait plongé cette interruption brutale. Pendant un moment, elle avait gardé le violon et l'archet au bout de ses mains, sans ressort, tout en continuant à regarder la partition, comme si elle jouait encore. Puis elle s'était ressaisie, avait posé son instrument sur les genoux de la mère, qui était encore assise dans son fauteuil et qui respirait avec peine au prix d'un effort violent de ses poumons, avait couru dans la chambre voisine dont les locataires se rapprochaient beaucoup plus vite, maintenant pressés par le père. On vit sous les mains expertes de la sœur les couvertures et les oreillers voltiger sous les lits, pour se poser impeccablement en ordre. Avant même que les messieurs eussent atteint la chambre, elle avait fini de préparer les lits et se glissa dehors. Le père paraissait tellement repris par son entêtement qu'il en oubliait le respect qu'il devait, malgré tout, à ses locataires. Il les pressait durement, sans relâche, jusqu'à ce que le monsieur du milieu, une fois arrivé dans sa chambre, frappa du pied en tonnant furieusement, ce qui arrêta net le père. « Je vous déclare séant !» dit-il, la main levée, en cherchant la mère et la sœur du regard, « qu'étant donné les conditions révoltantes qui règnent dans cet appartement et dans cette famille, » à ces mots, il cracha résolument sur le plancher, « je vous donne sur-le-champ mon congé pour la chambre.
Bien entendu, je ne vous paierai rien du tout, même pour les jours où j'ai logé ici. Et je me demande si je ne vais pas vous réclamer un dédommagement qui serait très facile à justifier, croyez-le bien. » Il se tut et regarda droit devant lui, comme s'il attendait quelque chose. De fait, ses deux amis intervinrent aussitôt en disant « Nous vous signifions, nous aussi, notre congé sur le champ. » Là-dessus, le monsieur du milieu saisit la poignée et claqua la porte à grand fracas. Le père tout flageolant avança à tâtons jusqu'à son fauteuil et s'y laissa tomber. On aurait dit qu'il s'étalait comme pour son petit somme de chaque soir. Mais la tête secouée de hochements violents et comme irrépressibles montrait qu'il était loin de dormir. Durant tout ce temps, Grégor était resté sans bouger à l'endroit où les locataires l'avaient surpris. Sa déception de voir échouer son projet, mais peut-être aussi sa faiblesse, entraînée par les jeûnes prolongés, l'empêchait de se déplacer. Il redoutait un déchaînement général, comme inéluctable, qui allait s'abattre sur lui d'un instant à l'autre, et il attendait. Il ne sursauta même pas lorsque le violon échappa aux doigts tremblants de la mère et tomba de ses genoux en résonnant beaucoup. « Chers parents, » dit la sœur, et en guise d'introduction, elle frappa sur la table avec sa main. « Cela ne peut pas continuer comme ça. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais moi, si. Devant ce monstre, je n'ai pas l'intention de prononcer le nom de mon frère. C'est pourquoi je vous dirai simplement ceci. Nous devons essayer de nous en débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui est humainement possible pour le soigner, pour le supporter. Et je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. » « Elle a 1000 fois raison, » dit le père à part lui. La mère, qui n'avait toujours pas retrouvé son souffle, se mit à tousser sourdement derrière sa main, avec dans ses yeux une expression démente. La sœur alla vivement à elle et lui soutint le front. Le père semblait s'être remis à réfléchir grâce aux paroles de la sœur. Il s'était redressé dans son fauteuil, et tout en jouant avec sa casquette d'uniforme au milieu des assiettes qui étaient restées sur la table depuis le dîner des locataires, il jetait de temps à autre un regard vers Grégor, toujours immobile. « Nous devons essayer de nous en débarrasser, » dit la sœur en s'adressant cette fois exclusivement au père, car la mère n'entendait rien, tant elle toussait. « Sinon, il vous tuera tous les deux. Ça, je le vois venir. Quand on doit travailler dur, comme nous tous, on ne peut pas, sans arrêt, supporter en plus une telle torture chez soi. Moi aussi, je n'en peux plus. » Et elle éclata en sanglots si violents que ses larmes ruisselèrent jusque sur le visage de la mère, où elle se mit à les essuyer d'un geste machinal. « Mais mon enfant, » dit le père, pris de pitié, avec une compréhension surprenante. « Que devons-nous faire ?» La sœur se contenta de hausser les épaules, révélant le désarroi qui venait de s'emparer d'elle, tandis qu'elle pleurait, et qui contrastait avec son assurance antérieure. « S'il nous comprenait, » dit le père, s'interrogeant à demi. La sœur fit, dans un sanglot, un signe violent de la main pour dire qu'il ne fallait pas y songer. « S'il nous comprenait, » répéta le père, fermant les yeux et se laissant pénétrer par la conviction de la sœur que c'était impossible. « On pourrait peut-être conclure un accord avec lui, mais comme ça... »« Il faut qu'il parte !» cria la sœur. « C'est le seul moyen, père. Il faut simplement que tu essayes de te débarrasser de l'idée que c'est Grégor. Nous avons cru cela trop longtemps. Voilà la cause de notre malheur. Mais comment cela peut-il être Grégor ? Si c'était Grégor, il se serait vite rendu compte qu'une cohabitation entre des êtres humains et un tel animal n'est pas possible. Il serait parti de lui-même. Nous n'aurions plus de frères, mais nous pourrions continuer à vivre et à honorer son souvenir. Tandis que maintenant, cet animal nous persécute, chasse les locataires.
veut manifestement s'emparer de tout l'appartement et nous envoyer dormir sur le trottoir. « Mais regarde, père !» s'écria-t-elle soudain. « Le voilà qui recommence !» Et saisie d'une terreur tout à fait incompréhensible pour Grégor, la sœur abandonna la mère, repoussant même violemment le fauteuil, comme si elle préférait la sacrifier que de rester à proximité de Grégor. Elle se précipita derrière le père qui, par pure réaction à ce mouvement, se dressa lui aussi en levant les bras à mi-corps comme pour la protéger. Cependant, Grégor ne songeait pas du tout à effrayer qui que ce soit, et surtout pas sa sœur. Il avait juste commencé à faire demi-tour pour regagner sa chambre. Cela produisait du reste un effet très curieux, car mal en point comme il était, il lui fallait céder de la tête pour opérer les délicats changements d'orientation, en la soulevant à chaque fois d'abord, puis en la frappant contre le plancher. Il s'arrêta et regarda autour de lui. On semblait avoir compris qu'il avait de bonnes intentions. On n'avait eu qu'un instant de terreur. À présent, tous le considéraient en silence, avec tristesse. La mère gisait dans son fauteuil, les jambes étendues et serrées l'une contre l'autre. Ses yeux se fermaient presque de fatigue. Le père et la sœur étaient assis côte à côte. La sœur avait le bras passé autour du cou de son père. Peut-être qu'il m'est permis maintenant de faire demi-tour, pensa Grégor. Et il se remit au travail. Dans son effort, il ne pouvait réprimer un halètement et il lui fallait s'arrêter souvent. Au demeurant, personne ne le pressait. On s'en remettait entièrement à lui. Quand il eut achevé son demi-tour, il entreprit aussitôt de rentrer tout droit. Il fut surpris par la grande distance qui le séparait de sa chambre et ne parvint pas à comprendre comment, dans son état de faiblesse, il avait réussi un peu auparavant à parcourir le même chemin sans presque s'en apercevoir. Toujours obsédé par l'idée de faire vite, il ne se rendait pas vraiment compte que sa famille le laissait faire sans le moindre mot, ni la moindre exclamation. Ce fut seulement une fois à la porte qu'il tourna la tête, mais non pas complètement, car il sentait son cou se raidir. Il vit tout de même que derrière lui rien n'avait changé. Seule la sœur s'était levée. Son dernier regard effleura la mère, qui en définitive s'était endormie. À peine était-il dans sa chambre qu'en un tournement la porte fut repoussée, refermée et verrouillée. Ce brusque vacarme derrière lui effraya tellement Grégor que ses petites pattes fléchirent. C'était la sœur qui avait été très rapide. Elle s'était tenue debout, attendant, puis avait bondi avec agilité, sans que Grégor l'eût du tout entendu venir. Elle cria juste « Enfin !» en direction de ses parents et fit tourner la clé dans la serrure. « Et maintenant ?» se demanda Grégor en jetant un coup d'œil autour de lui dans l'obscurité. Il ne tarda pas à découvrir qu'il ne pouvait plus bouger du tout. Cela ne l'étonna pas. Il lui paraissait même peu naturel qu'il eût réussi jusqu'à présent à se déplacer avec ses petites pattes si minces. Au reste, il se sentait plutôt à son aise. Il éprouvait sans doute des douleurs dans tout le corps, mais avait l'impression qu'elles s'atténuaient de plus en plus et qu'elles finiraient par se dissiper. La pomme pourrie, dans son dos, et la région enflammée tout autour, recouverte d'une fine poussière, il ne les sentait déjà quasiment plus. Sa famille, il s'en ressouvenait avec émotion et avec amour. Son opinion quant au fait qu'il devait disparaître était peut-être encore plus catégorique que celle de sa sœur. Il continua ainsi à rêvasser vaguement, sans s'agiter, jusqu'à ce que 3 heures sonnent, à l'horloge du clocher. Il eut encore conscience de la clarté diffuse qui venait, là dehors, devant la fenêtre. Puis d'un coup sa tête retomba, malgré lui, et de ses narines s'exhala faiblement son dernier souffle. Lorsque tôt le lendemain matin, la femme de service entra, elle était si énergique
et se dépêchait tellement qu'elle faisait claquer toutes les portes, et pourtant on lui avait plusieurs fois enjoint d'y prendre garde, car dès qu'elle était là, il n'y avait plus moyen de dormir en paix dans l'appartement. En faisant comme d'habitude sa petite visite, elle ne vit d'abord rien de particulier chez Grégor. Elle pensait qu'il faisait exprès de rester là sans bouger, et qu'il jouait l'offensé, car elle lui attribuait toute l'intelligence possible. Comme elle tenait par hasard le grand balai à la main, elle s'en servit pour titiller un peu Grégor depuis la porte. N'ayant là non plus aucun succès, elle se fâcha et donna à Grégor un coup plus fort. Ce fut seulement après l'avoir bougé de sa place sans rencontrer aucune résistance qu'elle y regarda de plus près. Elle ne tarda pas alors à comprendre ce qu'il en était, ouvrit grand les yeux, fit un petit sifflement, mais sans s'attarder davantage, ouvrit d'un seul coup la porte de la chambre à coucher et cria d'une voix forte dans l'obscurité : « Venez voir un peu, c'est crevé, c'est là, par terre, complètement crevé !» Les époux Samsa étaient assis, bien droits, dans le lit conjugal. Ils eurent beaucoup de mal à dominer leur frayeur en entendant la servante, avant d'arriver à comprendre ce qu'elle annonçait. Alors monsieur et madame Samsa sortirent en grande hâte du lit, chacun de son côté. Monsieur Samsa jeta la couverture sur ses épaules. Madame Samsa sortit en chemise de nuit, et c'est ainsi qu'ils pénétrèrent dans la chambre de Grégor. Entre-temps, la porte de la salle où Grete dormait depuis l'installation des locataires s'était ouverte, elle aussi. Grete était entièrement habillée, comme si elle n'avait pas dormi du tout, ce que sa pâleur sembla confirmer. « Mort ?» dit madame Samsa en regardant la servante d'un air interrogatif, bien qu'elle pût tout vérifier par elle-même et en réalité, s'en rendre compte au premier coup d'œil. « C'est bien mon avis, » dit la servante, et pour preuve elle poussa avec son balai le cadavre de Grégor d'un grand coup sur le côté. Madame Samsa esquissa un geste, comme pour retenir le balai, mais elle ne le fit pas. « Eh bien, » dit monsieur Samsa, « nous pouvons remercier le Seigneur. » Il se signa, et les trois femmes imitèrent son exemple. Grete, qui ne détachait pas ses regards du cadavre, dit : « Voyez un peu comme il était maigre, mais aussi cela faisait si longtemps qu'il ne mangeait rien. La nourriture repartait exactement comme elle était arrivée. » Et de fait, le corps de Grégor était tout plat et tout sec. On ne s'en rendait vraiment compte que maintenant, car il n'était plus surélevé par les petites pattes, et l'on n'avait plus rien d'autre à examiner. « Viens donc un instant chez nous, Grete, » dit madame Samsa avec un sourire mélancolique, et Grete suivit les parents dans leur chambre à coucher, non sans se retourner vers le cadavre. La servante ferma la porte derrière eux et ouvrit la fenêtre en grand. Malgré l'heure matinale, l'air était frais et tempéré de quelque tiédeur. C'est qu'on était déjà fin mars. Les trois locataires sortirent de leur chambre et, très étonnés, cherchèrent des yeux leur petit déjeuner. On les avait oubliés. « Où est le petit déjeuner ?» demanda le monsieur du milieu à la servante sur un ton maussade. Mais celle-ci posa un doigt sur sa bouche, et vite, sans mot dire, elle fit signe aux messieurs de venir dans la chambre de Grégor. Ils arrivèrent et restèrent debout dans la chambre déjà très claire, les mains dans les poches de leurs vestes courtes et un peu élimées, faisant cercle autour du cadavre de Grégor. Alors, la porte de la chambre à coucher s'ouvrit et monsieur Samsa parut dans son uniforme, avec à son bras d'un côté sa femme et de l'autre sa fille. Tous avaient un peu rougi. Grete appuyait par moments le visage contre le bras de son père. « Quittez immédiatement mon appartement !» dit monsieur Samsa en montrant la porte et sans lâcher les deux femmes. « Que voulez-vous dire par là ?» dit le monsieur du milieu, un peu interloqué et avec un sourire doucereux. Les deux autres avaient les mains derrière le dos et ils se les frottaient sans arrêt,
comme se réjouissant à l'avance du pugilat qui allait forcément se terminer à leur avantage. « Je l'entends exactement comme je le dis, » répondit M. Samsa, et il s'avança vers le locataire en marchant de front avec ses deux compagnes. Celui-ci commença par rester immobile en fixant le plancher, comme si dans sa tête, les choses s'organisaient dans une perspective nouvelle. « Nous allons donc partir, » dit-il ensuite en levant les yeux vers M. Samsa, comme si, dans un brusque accès d'humilité, il lui demandait aussi l'autorisation de prendre cette décision. M. Samsa se contenta de lui adresser quelques rapides hochements de tête, en écarquillant les yeux. Là-dessus, le locataire se dirigea effectivement à grands pas vers l'entrée. Depuis un petit moment, ses deux amis avaient déjà dressé l'oreille, sans plus remuer les mains. Ils s'élancèrent alors à sa suite, comme s'ils redoutaient que M. Samsa, en arrivant avant eux dans cette pièce, pût perturber leur communication avec le chef. Une fois dans l'entrée, ils saisirent tous trois leurs chapeaux accrochés au cadre à vêtements, tirèrent leur canne du porte-parapluie, s'inclinèrent en silence et quittèrent l'appartement. Pris d'une méfiance qui se révéla tout à fait injustifiée, M. Samsa s'avança sur le palier avec les deux femmes, appuyés à la rampe. Ils regardèrent les trois messieurs descendre lentement le long des escaliers, mais sans s'arrêter. À chaque étage, derrière la même courbe de la cage d'escalier, ils disparaissaient pour ressurgir quelques instants après. Plus ils s'enfonçaient, moins la famille Samsa s'intéressait à eux. Et lorsqu'apparut en sens inverse, bien au-dessus d'eux, un commis boucher, son panier sur la tête, avec une fière allure, M. Samsa, sans plus attendre, quitta la rampe avec les femmes, et ils rentrèrent ensemble, comme soulagés, dans leur appartement. Ils décidèrent de passer cette journée à se reposer et d'aller se promener. Non seulement ils méritaient bien ce congé, mais ils en avaient le plus grand besoin. Ils s'assirent donc à la table et écrivirent 3 lettres d'excuses, M. Samsa à sa direction, Mme Samsa à son patron et Grete à son chef. Pendant qu'ils écrivaient, la femme de service entra pour dire qu'elle s'en allait, car son travail du matin était terminé. Occupés tous les trois à écrire, ils lui firent d'abord juste un signe de tête, sans la regarder. Mais comme elle ne se décidait pas à s'éloigner pour autant, on finit par lever les yeux, avec irritation. « Eh bien » demanda M. Samsa. La servante se tenait à la porte et souriait comme si elle devait annoncer un grand bonheur à la famille, mais qu'elle ne le ferait que si on lui posait beaucoup de questions. La petite plume d'autruche qui se dressait un peu de travers son chapeau, et qui avait irrité M. Samsa depuis le premier jour, oscillait dans tous les sens. « Alors, que voulez-vous au juste » demanda Madame Samsa, pour qui la servante avait encore le plus de respect. « Eh bien, voilà » répondit la servante en riant de si bon cœur qu'elle dut s'interrompre. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour savoir comment vous débarrasser du machin d'à côté. C'est déjà réglé !» Madame Samsa et Grete plongèrent le nez dans leurs lettres, comme si elles voulaient continuer à écrire. Monsieur Samsa comprit que la servante avait l'intention d'entrer dans les détails, et s'y opposa d'un geste décidé en étendant les bras. Voyant alors qu'on ne la laissait pas raconter, elle se rappela qu'elle était très pressée, s'écria sur un ton ostensiblement offensé. « Au revoir, tout le monde !» fit volte-face comme une furie, et quitta l'appartement en faisant claquer les portes terriblement. « Ce soir, elle sera renvoyée, » dit M. Samsa, sans que ni sa femme ni sa fille lui répondent, car la servante semblait avoir troublé de nouveau la tranquillité qu'elle venait à peine de recouvrer. Elles se levèrent, allèrent à la fenêtre, et y restèrent en se tenant embrassées. M. Samsa, tout en restant dans son fauteuil, se tourna vers elle et les considéra sans rien dire, un court instant. Puis il s'écria « Allez, venez donc par ici, finissez-en, laissez ces vieilles histoires. Et faites aussi un peu attention à moi.
Les deux femmes obéirent aussitôt, se précipitèrent vers lui, le cajolèrent et se hâtèrent de terminer leurs lettres. Puis ils quittèrent l'appartement tous les trois de compagnie, ce qu'ils n'avaient plus fait depuis des mois, et prirent le tramway jusqu'à la Verdure, au bord de la ville. Le wagon, où ils étaient seuls, baignait dans la lumière chaude du soleil. Confortablement assis et bien calés contre leur dossier, ils évoquèrent leurs perspectives d'avenir, et il se trouva que celles-ci, à y regarder de plus près, n'étaient pas si mauvaises, car leurs emplois à tous les trois, dont ils ne s'étaient au fond encore rien dit, étaient des plus intéressants et prometteurs, surtout à long terme. Dans l'immédiat, bien sûr, l'amélioration la plus sensible dans leur situation serait obtenue sans difficulté en changeant d'appartement. Ils avaient l'intention d'en prendre un plus petit, moins onéreux, mais mieux situé et surtout plus pratique que n'était l'appartement actuel que Grégor avait choisi en son temps. Durant cette conversation, Monsieur et Madame Samsa furent frappés presque simultanément de voir comme leur fille s'animait de plus en plus, et combien ces derniers temps, malgré cette épreuve qui lui avait rendu les joues pâles, elle s'était épanouie pour devenir une belle jeune fille florissante. Sans plus de paroles, et se comprenant du regard, presque à leur insu, ils pensèrent que le temps était venu de lui chercher un bon mari. Et ce fut pour eux comme une confirmation de leurs nouveaux rêves et de leurs beaux projets quand, au moment d'arriver, leur fille se leva la première et déploya son jeune corps.